Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine est la morale et la police de la pensée. Donc, le concept de ce type de vidéo, c'est une réflexion que je fais sur le jovialisme qui a été inventé par André Moreau, le philosophe québécois. Il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'appelait Propos sur le bonheur et j'avais fait une émission sur le sujet. Donc à chaque semaine, j'appelais André Moreau pour lui poser des questions et là, il nourrissait ma réflexion philosophique pour qu'elle parte dans le bon sens. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, allons-y tout de suite, la réflexion philosophique est partie. La police de la pensée. Alors, quand il parle de la police de la pensée, il fait référence à la police secrète d'Océania dans le roman 1984 de George Orwell. On en parle beaucoup aujourd'hui, hein? Beaucoup de gens disent COVID 1984 parce que c'est extrêmement actuel. La police de la pensée. Mais c'était là il y a 5 ans quand j'ai écrit ces notes. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens le voient qu'il y a la police de la pensée. C'est devenu très, très évident. Et moi, je suis justement en train de lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est la traduction de Brave New World. Et c'est encore la même chose. Il y a d'ailleurs une série de télévisée qui vient de sortir qui s'appelle Brave New World. Moi, je vous la suggère. Vous allez voir, c'est vraiment... Ça montre dans quelle direction l'état profond veut nous enligner. Donc, le rôle de la police de la pensée, toujours dans le contexte du roman 1984, était de découvrir et de punir les crimes de la pensée et les criminels de la pensée, et ce en utilisant la psychologie, la surveillance omniprésente des télécrans, pour trouver et éliminer les membres de la société capables, ne serait-ce que de la simple pensée de défier l'autorité dirigeante. C'était Big Brother. N'est-ce pas très actuel, ça, présentement? Quand on regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est évident que George Orwell était un grand visionnaire. La censure permanente. Oui. C'est ça, la censure permanente, c'est très actuel. Hein? C'est la censure permanente, d'une part, de l'extérieur, comme présentement les grands médias sociaux, mais les médias, la presse aussi, il y a une censure incroyable. C'est une vraie cabale présentement. Mais il y a surtout l'autocensure, qui c'est encore pire. Quand les gens en arrivent à un point où ils s'auto-censurent eux-mêmes, ils ont vraiment bien intégré la programmation de Big Brother. Je veux dire, en fin de semaine, je suis allé à l'extérieur de Montréal pour prendre un peu plus d'oxygène qu'il y en a ici. Et ma compagne avait le goût de manger une pâtisserie. Bon, on s'est rendu dans une petite pâtisserie, et puis là... nous, on ne veut pas mettre le masque. Alors, je suis rentré, j'ai dit, j'ai une condition médicale qui m'empêche de mettre un masque. Suis-je le bienvenu? Et là, la fille, elle savait plus quoi faire. Elle a regardé par la fenêtre. Elle était pas capable de penser par elle-même. Et elle a regardé par la fenêtre s'il y avait une police, où il y avait quelqu'un, mais on était en pleine campagne, là, vraiment, on était au fin fond de la campagne. Alors, vous voyez qu'il y a une autocensure. Et combien de gens vont mettre des masques présentement à des endroits qui n'ont aucun sens? Moi, je suis allé me promener dernièrement sur la montagne, ici, il y a le Mont-Royal, à Montréal, et c'est de la nature. Et il y a des gens qui vont se promener seuls avec un masque, en pleine nature. C'est vraiment... Et ça, c'est l'autocensure, vraiment. C'est la police de la pensée qui a vraiment bien fait son travail. Dans le christianisme, il y a la morale religieuse, assortie d'interdits,
fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez que présentement, ce qui se passe, là, ici, présentement, on est en octobre 2020, et vous voyez que c'est vraiment, ça continue, c'est encore pire que jamais même. Hein, fais pas ci, fais pas ça, marche là, suis les flèches, lave-toi les mains, fais ci, fais ça. C'est vraiment, c'est la police de la pensée. On le voit présentement à l'œuvre. Big Brother, hein, on pourrait dire l'État profond, est en train de reprogrammer complètement la population mondiale. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la majorité dominante accepte très très rapidement des choses qui sont en fait contre sa propre santé, contre sa propre intégrité. Présentement, là c'est les masques. C'est évident que c'est pas bon pour la santé, ni de la personne qui le met, ni pour les autres. Mais Big Brother a dit de mettre un masque, et il y a des gens comme ça qui vont dire... Bon, on est allé, par exemple, dans un supermarché, un magasin, une quincaillerie, en fin de semaine passée, et puis là, on avait le masque à moitié. Et puis, la fille à la caisse nous dit « Mettez le masque sur le nez ». Puis je dis « Madame, la santé, c'est plus important que n'importe quelle règle. Là. » Elle dit « La règle, c'est la règle. » J'ai pas voulu être méchant, j'ai pas voulu argumenter avec elle. Mais c'est le genre de personne qui met son masque 8 heures par jour. 5 jours par semaine. Et puis, oui, les règles, la morale, peut-être, mais c'est pas ce qui va faire que je vais être bien dans ma peau dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je voudrais peut-être juste définir la morale et l'éthique pour ceux qui sont pas, pour ceux pour qui ce n'est pas clair. La morale, eh bien, c'est la loi des autres. C'est l'appareil manipulateur plutocratique. L'État, les parents, les éducateurs, l'Église, les médias, ça c'est la morale. C'est les autres qui nous disent quoi faire. Alors que l'éthique, ben, c'est personnel. Je me suis donné une éthique qui est basée sur ce que je suis. La morale change avec le temps. Ce qui est bien à une époque peut très bien être très mal à une autre époque. Ce qui est bien dans un pays peut très bien être très mal dans un autre pays. Ça, c'est la morale. Par exemple, dans certains pays, on peut donner à marier une jeune fille hein, de 10 ans, de 12 ans, et c'est bien vu, c'est comme ça, c'est un honneur pour la famille. Alors que dans d'autres, ben, ça devient vraiment choquant, très choquant. Alors, vous voyez, ça, c'est la morale. L'éthique personnelle, voilà ce que vous devez développer, une éthique. J'ai pas besoin des autres pour me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je me fie à mon éthique pour comprendre la justesse de mes actes et la justesse de mes pensées. Qu'est-ce que ça fait, justement, la morale religieuse, la morale en général, hein, celle qui est présentement sur la Terre, en tout cas ici, hein, en Amérique du Nord, amène l'expiation où la conscience s'auto-censure avant même d'être rattrapée par la loi. C'est la retenue, le puritanisme. Combien de gens s'empêchent de faire de faire quelque chose parce que les autres vont penser quelque chose de ça. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça, si je fais pas ça? Moi, la morale, j'ai foutu ça à la poubelle, ça fait longtemps. Vous pouvez être sûr. Ça ne m'empêche pas de la prendre au sérieux, hein, parce que la morale peut être dangereuse. Dans certains pays, on peut se faire lapider, on peut se faire tuer si on ne respecte pas la morale. Hein, dans un pays arabe où les femmes sont encore voilées, une femme qui ne met pas son voile peut très bien se faire lancer des roches et lapider. Donc la morale peut être très dangereuse. À travers l'histoire, la morale était extrêmement dangereuse.
Euh, la morale, ben, ceux qui sont vraiment au niveau de la morale, là, avec la police de la pensée sans cesse, ben, ça fait des personnalités névrotiques. Vous en voyez plein maintenant. Hein? C'est comme une maladie qui se... Hein, une infection morale qui se répand sur la Terre en ce moment. Et les névrotiques, mais on les voit plus que jamais. Tous ces gens masqués qui ont peur, qui changent de rue quand on arrive, franchement, qui se tournent quand on marche sur le trottoir, vous en connaissez tous. Ben, parce que à Montréal, c'est plus évident parce qu'on est beaucoup, puis il y a beaucoup de rues, là. C'est peut-être pas comme ça dans les banlieues, mais en tout cas à Montréal, la névrose collective, elle est vraiment en place et c'est extrêmement visible. On s'accoutume à sa propre abdication. Ça commence par des petites choses, et puis la personne, elle abdique. Moi, je suis très heureux de vivre dans une société où la liberté est importante. Et j'ai été élevé dans la liberté. Pas totale, mais beaucoup de liberté dans mon enfance. Et j'ai appris, moi, à pas abdiquer, à ne pas me soumettre. La morale m'a dit souvent de faire beaucoup de choses, et j'ai généralement fait le contraire. Hein, la morale, elle m'a dit de travailler après avoir terminé l'université. C'est la police de la pensée, hein, et puis c'est très, très établi. Travaille, fais de l'argent, travaille. Il n'y a pas d'autre chose à faire. J'ai dit non, merci. Non. Moi, mon éthique me disait non. Au contraire, je ne veux pas travailler. Il faut que je libère tout le temps que je peux pour faire de l'art. Je suis un artiste. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un travailleur. Et très souvent dans ma vie, toujours, en fait, pratiquement toujours, je me suis toujours basé sur mon éthique. Pour prendre les décisions les plus importantes dans ma vie. Par exemple, moi, je suis vasectomisé. Je ne veux pas d'enfant et je me suis assuré que j'en aurais pas. Je me suis vasectomisé peut-être vers l'âge de 30 ans, où là, c'est devenu vraiment clair. Et je me rappelle, quand je disais ça à des gens, on me traitait d'égoïste. Égoïste. Je suis égoïste parce que je me fais vasectomiser, parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Vous voyez le genre. Et ça, c'est la morale, c'est la police de la pensée. Faites des enfants. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Non, merci. La police de la pensée, elle amène le déni de soi-même. On n'est plus à l'écoute de soi-même. On n'est plus à l'écoute de sa petite voix. Comme cette fille à la quincaillerie qui m'a dit « Mets ton masque sur ton nez. » Je dis « Non, merci. » La règle, c'est la règle. Ouais, c'est la police de la pensée. Elle est bien formatée. Mais elle va être malade bientôt. Bien sûr, c'est évident qu'elle va être malade. Ça amène aussi le mépris de soi. Mépris de soi. Après avoir fait corps avec la morale toute sa vie. Oui. Moi, je pense qu'ici, il parle de gens qui toute leur vie ont écouté les autres leur dire quoi faire et ils arrivent à la fin de leur vie. Et puis, ils se méprisent parce qu'ils sont passés à côté de leurs rêves. Comme vous en connaissez, c'est certain. Ils sont passés à côté de l'essentiel, à côté de ce qu'il y avait de plus important. Et moi, je suis un peu sauvage. C'est pour ça que bien souvent dans ma vie, j'ai dit non merci, j'ai pensé à moi en premier, j'ai bien pensé à moi. Pour que lorsque j'aurai 100 ans et plus, je n'aurai aucun regret et je vais m'aimer. Je m'aime beaucoup, moi, je suis en amour avec moi-même parce que je m'écoute. Je m'en rappelle quand la pandémie a commencé en mars, et puis le Purell, hein, le désinfectant pour les mains est arrivé dans les magasins. Je voulais pas, moi, j'ai jamais voulu mettre ça sur mes mains. C'est vraiment n'importe quoi, là.
les gens ici, ils achètent le plus cheap, le moins cher, et ils mettent ça à la porte de leur magasin, et puis c'est toxique. Et je me rappelle que même la première fois, j'ai refusé. Je n'étais pas préparé à ça, c'était la première fois que j'étais confronté à ça. Et j'ai dit non, merci, je ne mets pas ça sur mes mains. Et après ça, ça s'est durci. Et j'ai compris qu'il fallait mieux que je m'achète des gants en plastique. Donc maintenant, je mets des gants en plastique quand je rentre dans des endroits comme ça pour pas me mettre du purel. Mais moi, je me suis écouté. Je sais que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ma santé. Je m'achète des savons sans senteur, avec sans parabènes, sans ci, sans ça. Je fais vraiment exprès d'aller chercher les meilleurs savons possibles. Et quoi, je vais descendre ici puis je vais me mettre n'importe quoi sur les mains pour rentrer dans un magasin. Mais non, merci. Non, non. Moi, je ne me suis pas oublié. C'est mon éthique. Mon éthique met la santé au plus haut niveau. Ma santé est plus importante que n'importe quoi, n'importe quel décret d'un gouvernement. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire la révolution. Je ne vais pas me mettre à être hors la loi. Mais non, je fais simplement... Mon éthique me dit, OK, tu ne veux pas mettre le masque, tu ne veux pas suivre les règles, mais ne va pas non plus te mettre en danger. Donc, je ne vais pas dans des endroits où je pourrais être en danger. Par exemple, je n'ai pas pris le métro depuis le mois de juillet. Pas de métro, pas d'autobus. Ben, on marche, on fait d'autres choses. Et puis là, ben, on apprend à acheter en ligne, par exemple. J'ai commencé à acheter de plus en plus de choses que je fais livrer directement à ma porte. C'est drôle parce que hier, par exemple, je me suis acheté de la marijuana. Au Québec, au Canada, c'est légal. On peut aller sur le site web officiel et puis j'ai fait ma commande et puis la journée même, ils sont venus me porter ça à la porte. Ça me rappelait l'époque où j'appelais mon pusher et puis là, il venait me porter ça. C'est incroyable. Mais j'ai décidé de payer 4$ de plus pour qu'ils viennent me le porter à la porte pour éviter que j'aille à descendre en bas puis me faire écœurer par tout le monde. Parce que si je descends en bas au bureau de poste et puis là, tout le monde est masqué et puis là, ben, je reçois des couteaux dans les yeux pleins de couteaux, de reproches comme je suis un danger public, alors que c'est tous ces gens qui sont toujours fâchés qui sont un vrai danger. Ils sont sous la loi de la police de la pensée. Ils sont sous l'emprise de la police de la pensée. Ils ne savent plus penser par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est la conséquence de la police de la pensée? Bien, ça détruit une partie du cerveau de l'humanité. Bon, physiquement, je ne sais pas, mais disons que le cerveau invisible, ça fait en sorte que les gens ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Comme cette fille à la boulangerie. Et elle ne savait plus quoi faire. Elle était littéralement... J'ai dit oui ou non, tu veux que je rentre? Est-ce que je peux acheter quelque chose? Oui ou non, je veux pas. Et là, finalement, elle m'a laissé rentrer. Parce que c'était vraiment ridicule. Il n'y avait personne qui attendait à la porte. On était dans un petit coin perdu du Québec. Franchement, là. Mais ici à Montréal, je le vois aussi, les gens, certaines places dans lesquelles on entre, ils ne sont pas habitués. C'est la première fois que quelqu'un rentre sans masque et qui questionne l'autorité, qui pense par lui-même, et puis là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont peur. Mais en même temps, le message qui commence à leur être envoyé, si vous nous obligez à nous rendre malades pour aller dans vos commerces, eh bien, allez chier, allez vous faire foutre. Nous n'irons plus. Parce qu'en bout de ligne, ce sont les clients qui vous amènent quelque chose, des revenus. Donc, si ça devient irritant d'entrer dans votre restaurant pour aller chercher de la nourriture, eh bien, moi, je n'irai plus. Je vais vous boycotter. Et je le fais déjà, donc. Et je souhaite que des milliers de personnes le fassent. Si les éducateurs ou les parents ne sont pas prêts à se battre pour la santé de leurs enfants, s'ils sont sous la loi de la police de la pensée, eh bien, vous recevrez le salaire de vos pensées. Tout simplement. Chacun reçoit sans cesse le salaire de ses pensées. Il y a des gens masqués à l'intérieur.
Et moi, je ne suis pas masqué. Non, je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas. Si un jour je le suis, ben, ça sera qu'on est dans un état policier et par la force, ils vont m'obliger. Mais jamais je vais le faire. Je ne vais jamais dire oui à ça. Jamais. Jamais parce que ça va contre tous les principes de bien-être et de santé que je connais, que j'ai appris. Prendre de l'oxygène, avoir de la bonne oxygène. La morale, bon, la morale c'est la loi des autres, l'éthique c'est ce que je considère comme juste. C'est moi qui décide. La morale, elle change avec le temps et les lieux, l'éthique elle est stable et vraie. Le système de surveillance très développé aujourd'hui, intrusion de la vie privée. Ben, c'est encore plus vrai maintenant. Ça l'était il y a 5 ans. Ça l'était il y a 10 ans. Mais ça l'est d'une manière époustouflante présentement. C'est ahurissant de voir à quel point ça va rapidement. Et justement, quand ça va aussi rapidement, c'est comme quelqu'un qui force une vente sur vous. Hein. C'est maintenant, vous devez acheter aujourd'hui et pour profiter du rabais. Ben, lorsque la personne elle est pressée, ben, elle ne pense pas à tous les détails. Elle ne réfléchit pas très bien. Et ils sont en train présentement, les grands plutocrates, aidés par les gouvernements, par la police, par l'État, ils sont en train de nous en passer des choses qui vont vraiment pas dans le sens de la santé et du bien-être humain. Et ils le font par la police de la pensée, comme Orwell l'avait imaginé dans son roman 1984. Il y a un certain point, à force de prendre toute la place, c'est comme un père, par exemple, qui est tellement dominant que les enfants ne vont plus être capables de décider par eux-mêmes. Ils vont avoir toujours besoin de leur père pour décider pour eux, pour penser pour eux. Et on nous a appris à mâcher, on nous a appris à manger des choses toutes mâchées déjà, hein, au niveau des idées, de la pensée. En tout cas, moi, ici, c'est ça que j'ai vécu en tant que Québécois. Mais en même temps, moi, j'ai toujours été un libre penseur. Et puis, je me rappelle que même à l'âge de 4 ans, quand ils m'ont envoyé à l'école, à l'université, je pense pas, je suis pas un génie à ce point-là, mais je veux dire, à la maternelle, moi, j'ai arrêté de parler. J'ai mis une distance, je me rappelle. J'étais pas autiste, j'étais pas malade mental. J'ai arrêté de parler. Il me semble que ça devait être tellement violent pour moi d'aller dans un endroit comme ça, alors que je n'étais pas prêt, que j'ai simplement mis une barrière. Mais peu de gens l'ont fait. Mais moi, c'est sûr que ça m'a nui, parce que je n'avais pas d'amis. Puis je parlais pas. Quand le prof me posait des questions, c'était difficile à me faire sortir une réponse. Ça m'a nui. Jusqu'à un certain moment, mais ça m'a aidé en même temps. Ça m'a aidé à rester dans mon centre. À ne pas laisser les autres me dire quoi faire. Et tout au long de ma vie, j'ai toujours basé mes décisions les plus importantes sur mon éthique personnelle. Parce que l'éthique, si j'ai le temps, j'ai quelques minutes encore, une belle manière de décrire l'éthique, c'est l'anneau de Gizeh, je crois que ça s'appelle. C'est Platon qui nous raconte ça. Et c'est un homme qui découvre un anneau qui lui permet de devenir invisible. Alors là, ben, il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il peut se rendre invisible, il peut rentrer chez les gens, aller voler. Il n'y a jamais personne qui va le voir. Il pourrait même rentrer chez quelqu'un et tuer la personne. Donc l'éthique personnelle, c'est ça. C'est sachant que personne d'autre va le savoir. Sachant que personne d'autre va connaître ma décision. Est-ce que je vais de l'avant, sachant que ça va faire du mal à quelqu'un, que c'est mauvais. Donc c'est pas les autres qui vont décider pour moi, c'est moi. Et moi, je travaille beaucoup dans l'invisible. Donc, la majorité de mes décisions sont prises par l'éthique. C'est pas ce que les autres pensent, en fait, qui est important. C'est ce que moi, je pense de moi-même.
Parce qu'en bout de ligne, il n'y a que moi, que mon être. Et le jour où je vais quitter cette représentation, ce monde comme représentation, bien c'est en moi-même que je vais me résorber. Et c'est ma propre conscience que je vais devoir affronter. Et si je m'en suis remis aux autres toute ma vie pour décider à ma place, bien, je serai toujours un enfant, je serai toujours un handicapé mental qui n'est pas capable de penser par lui-même. Plus que jamais, mes amis, il est temps d'apprendre à questionner l'autorité et à penser par vous-même. C'est difficile présentement, c'est évident, parce que les gens qui complotent, hein, les comploteurs, ils n'aiment pas ça, là. Ils ont toujours réussi à avoir une police de la pensée. Ils la veulent encore plus forte présentement. Et il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Donc, soyez quand même compassionnels, vous qui vous réveillez présentement, hein, qui commencez à vous donner une éthique. Parce que ça fait longtemps que je suis réveillé puis que je vois ce que vous commencez à voir depuis 2 mois. Et moi, ça fait 20 ans que je l'exprime clairement. Et ça fait... Il y a des gens que ça fait des années qui le voient aussi. André Moreau l'a vu depuis 50 ans et plus. Il en a subi les conséquences parce qu'André Moreau ne s'est jamais soumis à la police de la pensée. Et je dois vous dire que ça n'a pas très bien passé dans les universités. Ça n'a pas très bien passé dans les médias non plus parce qu'il était un irréductible. Soyez irréductibles, mes amis. Laissez la morale, là. Mettez ça à la poubelle. Commencez à vous demander, moi, là, qu'est-ce que je pense? Puis la police de la pensée, bien, ayez-la à l'œil, parce qu'elle est très, très présente présentement, et elle est pernicieuse. Elle s'infiltre partout, dans vos pensées. Quand vous vous auto-censurez, quand vous vous tirez une balle dans le pied, alors que c'est même pas nécessaire. Par exemple, ici au Québec, c'est pas encore obligatoire d'avoir un masque dehors. Mais, moi ici, au centre-ville de Montréal, 75% des gens sont masqués présentement dans les rues. Il n'y a personne qui l'a encore obligé. Mais vous voyez, ils font des extra miles. Ils vont faire le petit pas de plus, ils vont en rajouter. À mes yeux, c'est ridicule. Ce sont des zombies. Ce sont des gens qui sont complètement soumis à la police de la pensée. Et quand la police de la pensée leur dira de se faire vacciner, de faire des choses encore plus absurdes, ils vont le faire. Et puis après ça, ils vont se demander pourquoi ils sont malades, pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils ont des problèmes, pourquoi l'humanité en est rendue là. Mais il sera peut-être trop tard. Il y a un point où la personne n'est plus une personne, elle n'est qu'un numéro. Comme les gens qu'on mettait dans les camps de concentration nazis, eh bien on leur enlevait tout, même leur nom, ils devenaient un numéro. Vous voyez, c'est la police de la pensée, ça peut mener à ça. Donc mes amis, merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas